Bonjour à vous. Dans la capsule d'aujourd'hui, je vous parle d'errance ou de déambulation, comportement réactif fréquent chez les personnes atteintes de démence et spécialement de la maladie d'Alzheimer. Entre un quart et un tiers des gens atteints d'Alzheimer font de l'errance. La personne éprouve le besoin compulsif de marcher le jour comme la nuit. L'errance est le résultat direct d'altérations du cerveau. Elle peut apparaître à toutes les étapes de la maladie, aussi bien au stade léger qu'au stade plus avancé. Cette marche infinie exprime une angoisse, un stress. Elle peut prendre plusieurs formes. L'errance sans destination précise, l'errance avec objectif précis, comme par exemple il cherche sa chambre, son conjoint, sa maison, c'est l'heure d'aller au travail, etc. Il y a aussi l'errance nocturne, associée à des troubles du sommeil ou à une incapacité à distinguer le jour de la nuit. Et il y a l'errance complexe, accompagnée de gestes répétitifs. La déambulation, en plus d'inquiéter et d'épuiser les proches aidants qui doivent sans cesse rester vigilants, comporte aussi des risques pour les personnes atteintes. Elles peuvent chuter, se blesser, causer des accidents ou se perdre lorsqu'elles sortent à l'extérieur. De plus, l'épuisement guette ces personnes, ainsi que des blessures aux pieds, parce qu'elles peuvent marcher au-delà de leur capacité, et ce, malgré la douleur. L'errance ou la déambulation est un comportement réactif au même titre que l'agressivité, l'agitation, la paranoïa, les hallucinations, l'apathie, le repli sur soi, par exemple. Par ce comportement, la personne exprime toujours un besoin ou une inquiétude. Les raisons de l'errance sont illogiques pour l'entourage, mais tout à fait pertinentes pour la personne malade. Pour mettre en place des stratégies d'intervention adaptées à chaque personne, il est nécessaire de comprendre le comportement d'errance de son aidé, qui peut avoir plusieurs sources. Là, je vais vous nommer une liste de sources possibles d'anxiété et de stress qui déclenchent l'errance. Il peut y avoir de la douleur, un inconfort, l'effet d'un médicament, la faim, la soif, avoir trop chaud ou trop froid, un besoin d'aller aux toilettes, un trop plein d'énergie par un manque d'activité physique, le désir de retourner chez soi, la recherche d'une personne, d'un lieu, d'un objet du passé, de l'ennui, de la solitude parce que l'environnement est peu stimulant. Déambuler peut être une manière de s'occuper et de se sentir vivant. Il y a aussi la confusion entre le jour et la nuit, des moments de délire ou d'hallucination, ne plus reconnaître soudainement sa maison ou les siens, fuir les personnes, les lieux, les objets qui lui font peur, recréer une situation du passé ou une activité que la personne avait l'habitude de faire, comme aller promener son chien, le facteur qui marchait chaque jour, etc. Et c'est peut-être même une ultime forme de liberté. Nous sommes maintenant rendus à des pistes de solutions et à des aménagements possibles. En tout premier, ne jamais empêcher la personne de déambuler, mais plutôt permettre l'errance
dans un environnement contrôlé et ordonné, sans obstacle sur le plancher. Contrarier son besoin de marcher ne sert à rien et risque de provoquer d'autres comportements plus réactifs, comme par exemple hurler, frapper, s'agiter, crier. Empêcher la personne de dormir le jour est tout à fait absurde. Respecter son rythme est essentiel à son bien-être. Si elle a besoin de dormir pour récupérer de son agitation nocturne, on la laisse faire. On peut en profiter pour s'occuper de ce qu'on a à faire ou encore de se reposer aussi. C'est aussi inutile de tenter d'utiliser des arguments rationnels pour contrer la marche infinie. Essayez de déterminer ce qui rend la personne agitée et répondre à son besoin ou à son inquiétude. Vous pouvez aller voir les sources possibles énumérées plus tôt. Écartez au maximum les dangers, comme les objets contondants ou coupants, les tapis, les produits nettoyants, les médicaments. Fournir des repères visuels pour diminuer les risques de confusion, comme par exemple des pictogrammes qui indiquent la fonction de chaque pièce. Proposer des marches à la personne et varier les trajets selon ce qu'elle aime, toujours à la même heure pour créer une routine. Maintenir un rythme éveil-sommeil en proposant des activités stimulantes le matin et plus relaxantes en fin de journée. Durant la nuit, laisser une lumière allumée, de la nourriture à disposition, ainsi que des objets que la personne aime et qui vont l'occuper. Pour tenter d'empêcher la personne de sortir à l'extérieur de façon incognito, alors là, il est important de réduire la vue d'objets qui peuvent déclencher le besoin de sortir à l'extérieur, comme les manteaux, la sacoche, les chaussures de marche. Dissimuler la serrure ou la poignée de porte en installant un rideau devant la porte ou suspendre un vêtement à la poignée. La difficulté de la personne à se concentrer peut lui faire oublier la poignée de porte et l'envie d'aller à l'extérieur. On peut aussi installer une clochette ou une alarme aux portes de sortie. Pour les gens du Canada, inscrire la personne atteinte d'Alzheimer dès le stade léger, avant même qu'elle fasse de l'errance, au programme Retrouver sain et sauf de Médic Alerte. C'est le registre national d'errance. La Société Alzheimer ou l'appui pour les proches aidants peuvent aussi vous informer s'il existe dans votre région un registre spécifique pour ces personnes atteintes de troubles cognitifs. Pour les gens d'ailleurs, vous pouvez vous adresser à des associations comme France Alzheimer, la Ligue Alzheimer ASBL, Alzheimer Belgique ou autres. Vous pouvez aussi mettre un bracelet d'identification médicale à la personne avec son nom et son numéro de téléphone d'urgence ou un bracelet de géolocalisation. Et si malgré toutes les précautions que vous avez prises, votre proche se faufile à l'extérieur et se perd, voici quelques conseils. En tout premier, informez la police le plus tôt possible. Toute disparition est traitée en urgence. Gardez à votre disposition plusieurs copies de photos récentes de votre proche pour les donner à la police et à l'entourage. Vous pourriez aussi avoir des vidéos récentes de lui. Les minutes et les heures sont très importantes pour retrouver une personne.
et conservez en lieu sûr une description de votre proche en précisant l'âge, le sexe, la taille, le poids et d'autres caractéristiques physiques. Pensez aussi au groupe sanguin, à l'état de santé, au traitement médical et à toute autre information pertinente susceptible d'aider les gens partis à sa recherche. Voilà, je vous dis à bientôt dans une autre capsule. Et puis vos abonnements et vos petits pouces sont des sources d'encouragement pour moi. Merci.